Mais derrière tout cela, il y a le pronostic vital qui peut être engagé. Et en général, les gens ne mesurent pas l'ampleur de certaines pathologies, notamment une pathologie de l'hémostase aussi rare qu'un déficit en facteur 13. Et l'enfant peut saigner à tout moment. Et on ne sait pas où est-ce que ce saignement peut siéger. Il peut siéger dans des zones vraiment où le risque vital est important et entraîner une asphyxie et coûter la vie à l'enfant. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez le contact téléphonique, de l'appeler et essayer de coordonner avec lui. Vous lui faites une lettre. Et dans ces situations-là, il vaut mieux personnaliser le rendez-vous. Moi, je vous conseille de l'envoyer directement au CNTS. Ce n'est même pas la peine de l'envoyer à Albert Royer, parce que même s'il arrive à Albert Royer, on va encore l'envoyer au CNTS. Vous faites une lettre, vous l'adressez en consultation, hématologie, et vous dites pathologie de l'hémostase. Vous spécifiez même sur la lettre déficit en facteur 13 confirmé, de sorte que dès que l'enfant arrive, on sait que c'est une pathologie confirmée et on va le mettre dans le circuit. Maintenant, il va être vu au moins une fois, il aura son traitement et maintenant il va rentrer et vous faites le suivi ambulatoire. À chaque fois qu'il a rendez-vous, il reviendra. Il faut vraiment l'aider parce qu'il n'est pas conscient. Apparemment, les parents ne sont pas conscients de la pathologie de l'enfant. Et vraiment, je vous exhorte, vous tous, pas seulement ceux qui sont dans les régions, mais même ceux qui sont dans les grands centres hospitaliers, évitez de faire vraiment cette médecine de dispensaire. Encore une fois, vous êtes des spécialistes, explorez les enfants et vous verrez. Quand vous cherchez, vous allez trouver. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez absolument rien. Et pour chercher, il faut avoir la volonté, il faut comprendre ce qu'on fait et il faut vouloir aussi avancer. Parce que les pathologies de l'hémostase, c'est tellement compliqué. Si vous ne vous donnez pas le temps de vous asseoir, de réfléchir et de comprendre ce qui se passe, vous ne saurez pas par où commencer. Et j'ai beaucoup aimé la dernière diapositive de synthèse où votre collègue vous a mis les différentes situations pathologiques, les différents troubles correspondants, les moyens d'exploration et les résultats, et ce qui est attendu. Ce tableau résume l'ensemble de la leçon. Donc, si vous comprenez le trouble que vous suspectez, vous savez déjà à quoi s'attendre sur l'exploration de l'hémostase. Est-ce que vous allez explorer l'hémostase primaire? Est-ce que vous allez sauter directement et aller à la coagulation? Et quand vous avez un TP normal, un TCK allongé ou un TP bas TCK allongé, vous savez qu'est-ce qu'il faut rechercher, quelle est l'hypothèse et quel est le complément d'investigation. Et quand vous comprenez ce petit jeu-là, c'est terminé. Vous n'aurez plus vraiment besoin de qui que ce soit pour demander des avis. Vraiment, le tableau-là, il est très bien fait, il l'a très bien expliqué. Ce qui reste maintenant, c'est essayer de le comprendre et de l'appliquer. Et vous commencez par des choses très simples. C'est quoi? Ce sont vos malades. Par exemple, ceux qui sont pavillon N, vous avez beaucoup de cas de syndrome hémorragique du nouveau-né. Essayez d'interpréter les résultats en fonction de ce qu'on vous a donné aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est très simple et puis c'est vraiment très passionnant parce que quand vous cherchez, vous trouvez, c'est de la logique. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas, vous n'allez pas comprendre du tout. Alors, est-ce que j'ai répondu aux deux questions, docteur Axel? Déficit facteur 13 et facteur 9, c'est bien cela? Oui, c'est ça. D'autres questions? Il y a une autre voix qui se lève, une autre main du moins qui se lève. Allez-y, c'était docteur Mamine? Si. Effectivement, protéine CS, oui. Il faut les rajouter. Très bien. Déficit en facteur 8, protéine CS. Protéine CS. Il faudra l'ajouter, les déficits en protéine CS, effectivement, ça fait partie. Alors, pour répondre à la question sur la stratégie d'exploration, pour commencer, vraiment, il faudrait avoir en tête quelle est l'étape qui est concernée. Au début, il vous a expliqué le processus de coagulation. C'est l'hémostase primaire et la coagulation. L'hémostase primaire,
c'est la première étape qui se met en place juste après une effraction. Il y a un saignement, il y a une lésion vasculaire, tout de suite, l'organisme réagit. En quoi faisant? En alertant les acteurs de l'hémostase primaire. Il leur dit, rapidement venez, il y a une brèche qui est là, il faut combler la brèche. Avec quoi? Avec un clou plaquettaire. Donc, l'objectif de l'hémostase primaire, c'est la formation d'un clou plaquettaire pour arrêter l'étape initiale. Maintenant, en fonction du type, si c'est une hémorragie minime, le saignement va s'arrêter. Mais le clou plaquettaire, il est très friable. Il peut à tout moment se détacher. Il va servir à arrêter l'hémorragie et la deuxième étape va se déclencher, c'est la coagulation. Et c'est cette étape-là qui va contribuer à former le caillot fibrinolytique. Comment on dit? Le caillot de fibrine. Ce clou plaquettaire sera transformé en clou de fibrine. Et l'objectif, c'est la formation de fibrine. Et cette fibrine-là, elle est formée à partir du fibrinogène. Et si vous remontez le schéma, est-ce que, Dr Ndoye, vous avez un schéma sur l'hémostase avec les différentes étapes, facteur 12, etc., jusqu'au facteur 1? Oui. La finalité, c'est la création de la... Voilà. Bon, là, c'est un peu petit. Est-ce que vous pouvez zoomer? Voilà. Donc, commencez par le haut, la brèche. Si vous comprenez ce schéma-là, vous êtes autonome. Vous voyez la brèche vasculaire. Quand il y a la brèche, il y a 3 flèches. Il y a la flèche de gauche qui va vers l'adhésion plaquettaire. Et ça, c'est un algorithme, c'est ça l'hémostase primaire. Vous voyez, adhésion plaquettaire, facteur Willebrand, activation plaquettaire, agrégation plaquettaire, etc. Donc, c'est ici qu'interviennent les acteurs de l'hémostase primaire. Ces acteurs-là, ce sont les plaquettes en quantité et en qualité, la paroi des vaisseaux avec les protéines de la coagulation. Et parmi les protéines, vous aurez le facteur Willebrand et les glycoprotéines dont elle a parlé, le 1B, le 1B et 2,9. Et à chaque fois que vous avez un trouble de l'hémostase primaire, voilà les facteurs qu'il faudrait incriminer. Et maintenant, il faut identifier les troubles de l'hémostase primaire. En général, ce sont des saignements superficiels, cutanés ou muqueux. Pétéchie, purpura, ecchymose, épistaxis, gingivorragie. Voilà, ce sont ces signes-là qui vous orientent vers l'hémostase primaire. Et donc, première chose, hémogramme. En fait, l'hémogramme, ne regardez pas le taux d'hémoglobine. Le taux d'hémoglobine vous oriente sur le retentissement. Est-ce qu'il y a une anémie ou pas? Regardez le taux de plaquettes. Vous répondez à 2 questions. Y a-t-il, oui ou non, une thrombopénie? Il vous a expliqué. S'il y a une thrombopénie, vous vous arrêtez. Vous dites, l'hémorragie que j'ai est en rapport avec une thrombopénie. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rechercher la cause de cette thrombopénie. Ensuite, corriger sur le plan symptomatique si c'est une thrombopénie sévère. Si ce n'est pas sévère, ne corrigez pas. Parce que quand vous transfusez des plaquettes, n'oubliez pas que vous apportez des antigènes. Et quand vous apportez des antigènes, l'organisme réagit en produisant des anticorps. Si la thrombopénie était d'origine auto-immune, vous pouvez encore stimuler le système immunitaire qui va se mettre encore à produire beaucoup d'anticorps et cela va compliquer les choses. Et vous pouvez ainsi créer la synthèse de facteurs circulants, d'anticorps circulants qui vont encore aggraver la chose. Donc, encore une fois, en termes de transfusion, que ce soit plaquettes ou sang, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait et il faut tenir compte de la tolérance. Il y a des enfants, par exemple, les porteurs du syndrome de Wiskott-Aldrich, il y en a un qu'on suit, il est à 7000 plaquettes, à 10 000 maximum, parfois 12 000 plaquettes, et il est bien, il ne saigne pas. Et tant qu'il ne saigne pas, on ne le transfuse pas. Et parfois, il descend, il fait des hémorragies, genre lésion de grattage avec saignement. Le temps de chercher les plaquettes, parce que parfois il faut chercher, on n'en a pas, il faut préparer, etc. Parfois, le temps de chercher, l'enfant corrige lui-même sa thrombopénie, le taux remonte spontanément, le saignement s'arrête et